Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 108e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre de Dan Bortolotti, écrit en 2021, qui s'intitule « Reboot Your Portfolio, 9 Steps to Successful Investing with ETFs ». Donc, boost ton portfolio, ton portefeuille d'investissement, 9 étapes pour investir avec succès dans des FNB. Avant de vous faire la synthèse du livre, je rappelle que tout ce que je dis dans le podcast, c'est dans un but éducatif, c'est pas des conseils financiers. Tu devrais consulter un professionnel si tu as des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Selon plusieurs personnes, l'une des meilleures sources pour apprendre les bases d'un plan d'investissement autogéré, c'est Dan Bortolotti, qui était autrefois journaliste et maintenant gestionnaire de portefeuille au bureau de Toronto de PWL Capital, donc la même firme que Ben Félix, dont j'ai résumé 2-3 vidéos YouTube déjà sur le podcast. Bortolotti, c'est aussi le fondateur du blog Canadian Couch Potato, donc peut-être la principale source d'information pendant des dizaines d'années sur l'investissement indiciel au Canada, une des premières en tout cas. Donc Bortolotti pratique encore ce qu'il prêchait sur son blog à l'époque, parce que son bureau, donc PWL Capital, utilise des fonds négociés en bourse, des ETF en anglais, pour suivre des indices plus larges pour les portefeuilles de leurs clients et non des fonds communs de placement gérés activement ou d'autres types de stratégies de sélection d'actions individuelles. Bien que Bortolotti élabore et mette en œuvre des plans d'investissement pour ses clients maintenant, il continue à se soucier profondément de l'investisseur autonome, comme en témoigne le livre que je vous résume aujourd'hui. Dans ce livre-là, il propose 9 étapes pour investir de façon autonome avec les FNB. C'est un des livres les plus pertinents que j'ai lus dans les derniers mois pour ceux qui veulent investir seuls à l'aide de FNB, qui est, selon moi, la meilleure stratégie à mettre en place. Donc, je vous invite vraiment à écouter aujourd'hui jusqu'au bout parce que c'est vraiment un livre à lire. Je vois ça un petit peu comme un cadeau de Noël à l'avance que je vous fais parce que si vous pouvez aller vous le réserver à votre bibliothèque ou le commander pour le temps des fêtes, c'est vraiment une lecture intéressante à faire. Premier élément de synthèse, arrête de te battre contre le marché. Donc, parmi les 9 étapes présentées par l'auteur, ce premier élément de synthèse-là regroupe la première étape seulement, soit « Stop trying to beat the market », donc arrête d'essayer de battre le marché. Selon le livre, la première étape pour réussir dans l'investissement dans des FNB, c'est de cesser d'essayer de battre le marché. Donc, ce chapitre-là, c'est vraiment un plaidoyer en faveur des preuves qui soutiennent cette affirmation-là. En effet, les conseillers et les courtiers de fonds communs de placement soutiennent souvent que grâce à une gestion active, ils peuvent fournir un portefeuille d'investissement qui va produire des rendements supérieurs à ceux du marché. Ils disent non seulement qu'ils vont fournir de meilleurs rendements en période de hausse, donc dans les marchés haussiers, mais qu'en période de baisse, les marchés baissiers vont pouvoir appliquer leurs compétences en gestion active pour sortir avant de subir des pertes, donc pour diminuer la volatilité, mais aussi augmenter le rendement en ayant moins de volatilité, donc les clients quittent moins. Bref, l'objectif de ces professionnels-là, souvent, c'est de vous faire croire qu'ils peuvent battre le marché ou protéger davantage vos actifs. Pour être clair, là, l'auteur Bortolotti, que je vous résume aujourd'hui, il ne plaide pas contre les fonds communs de placement en tant que véhicule d'investissement. En fait, il dit même qu'ils sont plus faciles d'utilisation parce que leur structure est plus facile à gérer que celle des FNB. Dans les fonds communs de placement, on peut acheter des fonds communs en dollars plutôt qu'en nombre d'actions. On peut passer des ordres à n'importe quel moment de la journée plutôt que pendant les heures d'ouverture du marché boursier. Et on peut mettre en place des plans d'investissement systématiques qui sont préautorisés plutôt que de devoir effectuer des transactions nous-mêmes. Cependant, il dit que les preuves montrent que le défi réside surtout dans une combinaison de frais élevés dans les fonds communs et de performances médiocres. Il dit que les frais élevés ne peuvent pas nous surprendre étant donné la recherche supplémentaire nécessaire pour sélectionner parmi un univers de titres disponibles sur le marché boursier, mais la performance médiocre, c'est précisément ce que la gestion active est censée éviter pourtant. Donc, il nous charge des frais, mais en plus, on performe moins que les principaux indices boursiers. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit que lorsqu'on compare la performance de l'univers des fonds communs de placement gérés activement à leurs indices de référence respectifs, qui sont la plupart du temps des indices d'actions d'obligations à partir desquels les gestionnaires de fonds vont sélectionner les actions, là, on va constater qu'il y a de nombreux fonds communs de placement qui ne parviennent même pas à atteindre leur indice de référence après les frais de gestion.
Et parmi ceux qui parviennent à le faire, donc à dépasser la performance de l'indice de référence, rarement sont les fonds qui vont voir leur performance supérieure persister dans le temps. On pourrait argumenter, vous ou votre conseiller, que vous allez choisir les fonds les plus performants, mais il existe des milliers de fonds communs de placement qui sous-performent leur indice de référence chaque année. Ou le fonds a-t-il fait fausse route? Comment on va faire pour sélectionner le bon fonds commun de placement ou comment votre professionnel va faire pour réussir ce tour de passe-passe-là? Donc, le livre, en gros, soutient que les frais élevés et la performance médiocre de nombreux fonds communs de placement qui sont gérés activement en font souvent un mauvais choix par rapport aux alternatives passivement gérées par les professionnels qui font juste suivre les indices. J'allais passer au deuxième élément de synthèse, mais ça m'a fait penser justement à un podcast que j'écoute. Je ne le nommerai pas là, parce que je ne suis pas là pour me faire des ennemis. Là. Moi, j'aime pas la bisbille pantoute. Mais j'écoutais un podcast, puis un professionnel, là, un planificateur financier, qui dit qu'il fait affaire avec un ou deux professionnels là, qui battent le marché, qui protègent l'investissement de ceux qui investissent. Puis ce que je trouve drôle, c'est quand on parle des FNB, ces personnes-là disent qu'il ne faut pas se fier sur les rendements passés de 10 ans parce que ça peut changer. Mais quand il disait que son professionnel battait le marché, il partait de l'année 2022. Donc pourquoi quand on parle des FNB, c'est pas bon de revenir 10 ans en arrière puis de se baser sur les performances du passé? Et je suis d'accord avec ça, là, le passé n'est pas garant de l'avenir. Par contre, quand ils font la promotion de leur façon active de gérer les portefeuilles, bien là, un horizon de 2-3 ans passé, c'est assez pour justifier la pertinence du fonds. Donc, utilisez votre jugement critique, là, puis informez-vous bien avant de choisir ce type de fonds-là. Deuxième élément de synthèse, c'est planifier tes objectifs financiers. Il y a une seule étape dans le livre qui concerne cet élément de synthèse-là, c'est l'étape 2 qui s'intitulait « Définissez vos objectifs financiers ». Donc, après avoir compris qu'il ne faut pas battre le marché, la deuxième étape, c'est de définir vos objectifs. Donc, vous allez devoir aborder, en réfléchissant à vos objectifs, le cœur de l'investissement qui ne consiste pas à devenir riche du jour au lendemain. Est-ce que vous allez épargner pour votre retraite, pour l'éducation de vos enfants, pour laisser un héritage à vos enfants, pour laisser une somme à une association caritative de votre choix? L'argent, l'épargne, l'investissement, ce sont juste des moyens pour atteindre vos objectifs désirés. Épargner et investir, ce n'est pas des objectifs. Vous devez vous fixer des objectifs de vie où l'épargne et l'investissement vont vous permettre de vous diriger vers ces objectifs-là. Selon l'auteur, il y a 4 questions de base qui doivent être répondues. 1. De combien d'argent aurez-vous besoin? 2. Quand en aurez-vous besoin? 3. Combien épargnez-vous actuellement? Et 4. Quel taux de rendement devrez-vous atteindre pour réussir vos objectifs? Bien sûr, les réponses à ces questions-là doivent être réalistes selon vos objectifs. Même si vos plans sont réalistes, un plan financier, justement, ça a des limites et on ne peut pas anticiper chaque situation. Je vous fais une traduction libre là, d'une analogie que j'aime bien à la page 34 du livre. Un plan financier n'est pas censé être une carte détaillée qui vous indiquera l'emplacement exact de chaque ligne droite, dos down ou virage serré. Pensez à votre plan comme une boussole qui vous maintiendra dans la bonne direction, même si vous ne savez jamais exactement ce qui vous attend. Comme de nombreux Canadiens n'ont pas épargné suffisamment pour leur retraite, l'auteur détaille comment économiser, quand donner la priorité au remboursement de la dette et les différents outils que les Canadiens peuvent utiliser pour épargner, comme les régimes de retraite, REER, CELI, REE, etc. Il souligne également que de se préoccuper des frais a moins d'importance lorsque votre portefeuille d'investissement est plus modeste, parce que le point clé, ce n'est pas tant les rendements que les montants épargnés. Donc, en gros, page 44 à 46, là, ce qu'il dit, c'est quand votre portefeuille est plus petit, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire du 15% de rendement parce que vous allez tellement, les montants que vous allez investir vont être tellement plus élevés que les rendements que vous allez faire que ce n'est pas si important. Alors que quand vous allez être avec un portefeuille qui commence à être assez garni, bien là, oui, peut-être que vos rendements vont devenir supérieurs au capital que vous investissez chaque année. Donc là, ça commence à être intéressant d'aller chercher au moins les rendements de l'indice. Je vais peut-être le dire différemment, je ne suis pas sûr que c'était clair, mais si tu fais du 3%, on va dire que tu suis l'inflation au début, là, quand tu épargnes 150 $ par mois et que tu as 3 000 $ dans ton CELI, c'est pas grave, là, selon l'auteur, si tu fais du 3%, parce que tu vas tellement mettre des montants plus gros que ce que tu vas faire que c'est pas si grave. Mais si tu es rendu à 100 000, 200 000 et que tu fais encore juste du 3% parce que tu t'es pas bien éduqué sur la nature du marché boursier, bien là, tu as des grosses pertes parce que ça se peut que tu aies la moitié du patrimoine prévu lorsque tu vas être prêt à
à prendre ta retraite. Troisième élément de synthèse, choisis tes FNB. Donc, ce point-là regroupe les étapes 3, 4, 5 dans le livre et ces étapes-là vont vous mener à être en mesure de choisir les FNB qui vont constituer votre stratégie d'investissement. Donc, maintenant que tu t'es fixé des objectifs financiers, pas des objectifs financiers, mais des objectifs que ton plan financier va permettre d'atteindre plutôt, la troisième étape consiste plutôt à décider d'une allocation d'actifs qui est appropriée, donc de l'équilibre entre actions et obligations. L'auteur souligne, en fait, il dit « Il n'y a pas de placement sans risque. Construire un portefeuille consiste à trouver le bon équilibre entre le risque et la récompense. Ce qui dépend bien sûr de votre capacité, de votre besoin et de votre tolérance émotionnelle au risque ou comme l'auteur le dit, votre situation, vos objectifs et votre résistance à l'adrénaline. » Alors que les actions ont tendance à mieux performer que les obligations ou que les liquidités dans des comptes épargne, les actions peuvent être extrêmement volatiles, donc votre capacité à tolérer les hauts et les bas du marché boursier en échange de rendements potentiellement meilleurs à long terme est importante à considérer. Ça ne sert à rien d'investir de manière trop agressive selon l'auteur si vous ne pouvez pas suivre le plan à la première baisse du marché. Étape 4, une fois que votre répartition d'actifs est déterminée, il faut maintenant affiner cette allocation d'actifs-là. Donc, compte tenu de l'importance de l'allocation d'actifs pour les rendements à long terme d'un investisseur, l'auteur dit qu'il faut affiner davantage la sélection des actifs au sein de son portefeuille. C'est donc pas seulement des actions ou des obligations, c'est aussi des FNB d'actions, des FNB d'obligations ou des FNB de revenus fixes qui vont provenir de diverses catégories ou de divers fournisseurs. Alors que la partie du revenu fixe peut être remplie par des FNB d'obligations domestiques qui appellent, donc qui viennent de notre propre pays comme le Canada, ou avec également, ça peut être des CPG, des certificats de placement garantis, les FNB d'actions doivent provenir de sources plus larges, donc pas seulement du Canada. L'auteur explique ensuite pourquoi il y a une part importante de ces investissements qui devraient provenir des États-Unis et des autres marchés étrangers développés, émergents, et également pourquoi les actions canadiennes devraient représenter quand même une part importante de l'allocation globale dans notre portefeuille au niveau des actions. En gros, ce qu'il dit, c'est que le principal avantage d'avoir un peu plus d'allocation canadienne par rapport au poids du Canada sur le marché boursier, c'est un avantage fiscal. Donc, dans certains cas, les investissements dans les actions canadiennes vont offrir des avantages fiscaux aux investisseurs qui résident ici, comme des crédits d'impôt sur les dividendes, par exemple. Maintenant, détenir une part importante de ces actifs dans des actions canadiennes, c'est probablement pas le conseil dont la plupart des Canadiens ont besoin d'entendre selon l'auteur. Il y a des rapports qui indiquent que les Canadiens détiennent environ 60% de leur portefeuille dans des actions des entreprises canadiennes. Étant donné que le Canada représente un peu moins de 3% du marché boursier mondial, on se rend compte que les Canadiens sont déjà très investis dans leur propre pays. Il y a une étude de Vanguard qui suggérait que si les actions canadiennes représentaient environ 20 à 40% de la partie action d'un portefeuille, elles rempliraient la fonction précieuse de réduire la volatilité tout en n'occupant pas tant de place qu'elle éliminerait l'impact positif de diversifier au-delà de son pays. Donc, selon l'étude de Vanguard, entre 20 et 40% d'actions canadiennes dans votre portefeuille, c'est pas pire. Je nuance un petit peu cette étude-là qui est intéressante pour voir le juste milieu entre diversification et fiscalité et volatilité, mais il faut savoir qu'il y a un peu de politique là-dedans aussi. J'ai pas lu l'étude de Vanguard pour voir leur méthodologie, mais peut-être que c'est parfait. Mais politiquement parlant, c'est sûr que Vanguard sont gagnants d'offrir des FNB avec un peu plus d'allocations canadiennes, sachant que les Canadiens aiment investir ici, donc exercez encore une fois votre jugement critique. L'étape 5, maintenant, c'est sélectionner vos FNB. Donc, vous avez déterminé votre allocation d'actifs, vous l'avez affiné avec une répartition, qu'est-ce que je veux avoir dans les actions en termes de Canada, États-Unis, tout ça. Maintenant, il faut sélectionner vos FNB. Comme l'auteur recommande des FNB qui suivent les principaux indices, c'est pas surprenant qu'il commence cette étape-là en discutant des différents indices boursiers qui devraient composer un portefeuille de FNB suffisamment diversifié. La manière traditionnelle de créer un indice, c'est de pondérer l'impact d'une action donnée en fonction de sa taille sur le marché. Donc, c'est appelé la pondération par capitalisation ou pondération par capitalisation boursière. Au Canada, l'indice composé S&P/TSX suit environ 250 actions qui représentent environ 70% de la bourse de Toronto. Aux États-Unis, l'indice majeur, c'est le S&P 500 que j'ai nommé quelques fois sur le podcast et celui-ci suit les actions de 500 des 500 plus grandes entreprises américaines,
toujours en utilisant la pondération par capitalisation boursière. Donc, une compagnie plus grosse comme Apple va prendre plus de place dans l'indice. Il y a d'autres indices qui vont suivre les actions de 3000 entreprises ou plus, qui ont généralement le mot total dans leur nom. Donc, les personnes qui suivent le Dow Jones, par exemple, peuvent suivre cet indice-là avec un FNB. Donc, il y a des FNB pour suivre tous les indices, puis il y a des indices qui existent un peu pour n'importe quoi. À cette étape-là, il faut donc sélectionner un ou des FNB qui vont vous permettre de respecter l'allocation d'actifs que vous avez déterminé aux étapes 3 et 4. Donc, l'auteur présente quelques-uns des critères qu'il utilise pour choisir des FNB. En fait, il y a 5 critères. Le premier, c'est des frais de gestion bas. Donc, l'auteur recommande généralement des FNB avec des frais de gestion qui sont bas parce que des frais plus élevés peuvent réduire vos rendements nets à long terme. Deuxième critère, c'est un FNB qui va suivre un indice qui est largement reconnu. Donc, ceux priorisés par l'auteur vont généralement suivre des indices comme le SP500 pour les actions américaines, le MSCI World pour les actions internationales. Donc, ça permet aux investisseurs de bénéficier d'une exposition diversifiée à un large éventail de titres connus. Troisième critère, c'est qu'il y ait une liquidité adéquate. Donc, pour lui, c'est important que les FNB sélectionnés aient une liquidité qui est suffisante. Ça signifie qu'il doit y avoir un volume de transactions régulier sur le marché parce que ça va faciliter l'achat et la vente de vos parts de FNB sans causer de perturbations importantes sur les prix. Donc, si tu achètes un FNB qui a un volume, on va dire, de 10 actions puis tu en as 5, j'exagère un peu, là, mais quand tu vas vendre ou acheter, ça va faire fluctuer beaucoup le prix, alors que si tu as 5 actions, mais qu'il y en a 350 millions, tu ne changeras pas grand-chose quand tu vas essayer de vendre ou acheter tes parts de FNB. Quatrième, c'est un peu moins clair, les parle de réplication physique ou synthétique. En gros, il examine si le FNB utilise une réplication physique, donc est-ce qu'il détient réellement les actifs sous-jacents, donc est-ce qu'il détient réellement Apple en dessous, ou une réplication synthétique, c'est-à-dire est-ce qu'il utilise des dérivés pour suivre l'indice. Donc, l'auteur, lui, privilégie une réplication physique parce qu'il dit que c'est plus transparent et simple, donc il veut que le FNB détienne réellement les actions des compagnies. Et son cinquième critère, c'est la taille et la réputation du fournisseur. Donc, il va tenir compte, en fait, de la taille et de la réputation de la compagnie qui fournit le FNB. Et il va souvent privilégier les FNB qui sont émis par des sociétés bien établies et de confiance comme Vanguard, iShares, BlackRock. En utilisant ces critères-là, l'auteur vise à sélectionner des FNB qui offrent une exposition diversifiée à faible coût, ce qui est cohérent avec son approche d'investissement axée sur la simplicité, la passivité, et la minimisation des frais de gestion. Quatrième élément de synthèse, ouvre tes comptes. Donc, cet élément-là regroupe l'étape 6 uniquement dans le livre qui s'intitule « Ouvrir vos comptes ». Bien que le livre s'adresse à l'investisseur autonome, l'auteur observe que tout le monde ne peut pas nécessairement quand même gérer ses investissements seul. Il travaille lui-même en tant que gestionnaire de portefeuille, illustrant un service complet qu'il peut offrir, et il discute également de l'option robot conseiller avant d'aborder dans son livre l'approche totalement autonome en utilisant un compte de courtage en ligne. Dans ce bout-là du texte, il y a une partie importante qui concerne les coûts, notamment les frais administratifs et les commissions. Donc, pour ouvrir vos nouveaux comptes, vous devez d'abord savoir quel compte ouvrir. Les 2 comptes avec lesquels les Canadiens vont généralement commencer, c'est le REER et le CELI. Eux également, ceux qui ont des enfants vont avoir un REE probablement également sur leur compte de courtage. Si ces comptes-là sont tous pleins, vous allez probablement avoir un compte non enregistré qui appelle souvent un compte comptant, qui est parfois ouvert de toute façon automatique sur la plateforme de courtage. Une autre section de chapitre que j'ai trouvée plaisante, on va dire, c'était celle qui concernait la rupture avec votre conseiller financier et les mises en garde contre l'investissement indiciel avec des FNB que vous recevrez probablement. Donc, l'auteur nomme 3 choses que votre conseiller va probablement vous dire si vous lui demandez de quitter, ou vous lui dites que vous quittez en fait, ou vous lui demandez d'investir dans des FNB. Première chose qu'il va vous dire, les fonds indiciels offrent aucune chance de battre le marché. C'est vrai, on fait la moyenne. Ce qu'ils ne vous disent pas par contre, c'est que les fonds communs de placement ne le font pas non plus. Deuxième chose qu'ils vont vous dire, c'est que les gestionnaires d'actifs peuvent vous protéger lors d'une baisse du marché boursier. Et il y en a même qui vont vous dire que les FNB sont dangereux. Comme vous pouvez l'imaginer, l'auteur dit que chacun de ces arguments-là est soigneusement réfuté, bien sûr, et ça vient d'un gars dans le livre qui lui-même est professionnel dans le domaine financier. Donc, je pense que si j'avais à choisir un professionnel, peut-être que j'irais avec PWL Capital qui semble ne pas apprécier ces pratiques-là dans leur domaine.
Ici, je me positionne. Là, je dois avouer qu'en préparant l'épisode, je me suis rappelé d'une auditrice que j'avais accompagnée en mars 2024. Elle avait environ 750 000 $ dans du non enregistré et les comptes enregistrés étaient pleins aussi. Son rendement moyen depuis 2012 dans ses différents comptes, c'était entre 0,9 et 4 %. J'ai pas fait le calcul avec ma calculatrice de rendement composé parce que je voulais pas mettre d'huile sur le feu pendant la rencontre avec son conjoint, mais avec le SP500 seulement, le VFV, avec 17 % de rendement pendant cette période-là, elle aurait eu au-dessus de 5 millions d'actifs nets au lieu de 1,3. Sacrement! C'est pas pour ça que je vous en parle. Anyway, j'ai déjà fait assez de calculs sur le podcast avec les frais de gestion. C'est surtout le fait qu'elle a demandé à son conseiller de transférer 30 000 $ de son REER pour commencer à le gérer seul sur Disney. Donc, on s'entend là, elle a demandé de transférer 30 000 $ sur 1 million. Mais esti, le gars, il a à bout, puis il lance le crayon sur la table en signant les formulaires. Esti, elle t'a fait faire de l'argent pendant 12 ans avec des rendements 5 fois plus petits que le marché, puis là, tu boudes parce qu'elle te demande d'avoir 30 000 sur 1 million. Moi, je lui ai dit que ça serait bye-bye, vous venez de perdre tout mon cash dans tous mes comptes. Anyway, encore une fois, rien contre les professionnels, mais choisissez-en un bon et attendez-vous à ce genre de réaction quand vous allez démontrer des signes d'éducation financière. Désolé, je m'emporte encore une fois, mais je vois ce genre de situation-là trop souvent dans mes accompagnements. OK, on se calme pour le 5e élément de synthèse qui s'intitule « Gère ton portfolio ». Ici aussi, j'ai regroupé 3 étapes, soit les 3 dernières étapes de l'auteur, 7, 8 et 9, parce qu'elles constituent des actions à faire une fois que ton compte est ouvert pour gérer de façon autonome ton portefeuille. L'étape 7, c'est construire ton portefeuille. Ce chapitre-là, là, c'est vraiment la section « Comment faire pour acheter une action en bourse ». Donc, contrairement au fonds commun de placement qui se négocie à un prix fixe une fois par jour, les FNB se négocient tout au long de la journée entre 9h30 et 16h, heure de l'Est, là, donc notre heure à nous, et on doit tenir compte à la fois des prix acheteurs et vendeurs. Donc, ça a l'air compliqué dit de même, mais quand vous allez sur votre plateforme de courtage, vous faites juste acheter au prix du marché, vous voyez qu'il est à 32$ et 14 cents, mais vous faites acheter au prix du marché 10 actions, vous allez acheter 10 actions à 32$ et 14 cents. Et le prix vendeur, ben, si c'est écrit 32$ et 8 cents, ben, vous allez vendre vos 10 actions à 32$ et 8 cents. Puis bien sûr, il faut faire quelques calculs parce que bien que ça peut sembler assez simple, ça peut être difficile selon l'auteur. Personnellement, il dit qu'il a vu des investisseurs autonomes passer des ordres qui ont été différents de ce qu'ils auraient voulu de plusieurs façons. Donc, ils ont acheté peut-être le mauvais titre. J'avais donné un truc la semaine passée, je pense. Quand vous voulez acheter un titre et qu'il y en a 2-3 symboles, vous n'êtes pas sûr, vérifiez sur Yahoo Finance le prix de l'action. Si le nom est le même, le prix est le même, puis le type de produit est le même, bien, vous devriez avoir le bon titre. Deuxième erreur, un mauvais type d'ordre. Donc, exemple, on va acheter avec une marge ou quoi que ce soit. Un mauvais compte, on n'a pas acheté dans le bon compte, ou une mauvaise devise. Donc, on a acheté des actions en US alors qu'on est dans notre compte canadien. Ça, c'est quelques-unes des erreurs que l'auteur relève dans le livre. Je parlais de calcul tantôt. Je pensais que je m'étais mis une petite trace là, pour en parler, mais non, il faut que j'y reviens là. Quand tu vas acheter une action sur ton compte de courtage, exemple, tantôt on parlait de 32$, là, tu vas acheter 10 actions à 32$, ben, tu as besoin de 320$. Mais souvent, ce n'est pas des chiffrons comme ça, là. Donc, si tu te connectes sur ton CELI et tu as réussi à transférer 244$ et 72 cents ce mois-ci, puis tu vas acheter des actions à 53$ et 17$, ben, tu dois faire ton chiffre, que je me rappelle plus que j'ai dit, que tu as dans ton CELI divisé par le prix de l'action, puis ça va donner, ben, tu peux acheter, mettons, 3,7 actions, ben, tu vas en acheter 3. Puis le mois prochain, tu auras encore un petit peu de sous dans ton encaisse pour t'acheter peut-être plus d'actions. Donc, l'auteur dit que les petites erreurs que je vous ai nommées, il faut vraiment régler ces petits détails-là. Puis c'est ce qui stresse le monde souvent là, quand ils commencent à investir seul. Comment réussir à bien faire ça? C'est la moitié de mes accompagnements là, que je fais. Et l'auteur, c'est intéressant, je peux aller voir, là, mais il pointe vers le site web de son collègue Justin Bender qui s'appelle Canadian Portfolio Manager Blog. Puis il dit qu'il y a des tutoriels vidéo en anglais, bien sûr, sur la passation d'ordre, donc sur comment acheter des actions sur les comptes de courtage. Donc, je vous répète le nom, Canadian, donc Canadien en anglais, Portfolio en anglais, Manager, donc manager, M-A-N-A-G-R, Blog, B-L-O-G, donc Canadian Portfolio Manager Blog. Au moment où il a écrit son livre, il y avait 46 vidéos différentes, donc vous pouvez consulter les 12 premières selon lui pour des conseils sur comment acheter des actions sur un compte de courtage.
Mais en même temps, tu sais, comme je dis aux gens que j'accompagne, là, c'est le premier achat qui est difficile. Un coup que tu as fait ton premier achat, tu sais comment faire. Puis en plus, les fois subséquentes, si tu as choisi 2-3 FNB, ben, ils sont déjà là. Tu fais juste cliquer sur ton FNB puis acheter, tu n'as plus besoin de le trouver. Fait que c'est vraiment juste la première fois qui est difficile, qui fait peur aux gens, mais après ça, ils se rendent compte, mon Dieu, comme je le dis si souvent dans mes bilans, là, c'est vraiment pas compliqué techniquement. Quelques trucs là, de l'auteur au point saillant, là, il dit d'utiliser des ordres à cours limité, pas des ordres au prix du marché. Donc, contrairement à ce que je viens de vous dire quelques minutes auparavant, moi, j'achète toujours au prix du marché. J'achète jamais avec un cours limite. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cours limite? C'est exemple tantôt à 32$ et 14 sous. Mais je pourrais dire, moi, je veux acheter cette action-là à 32$ et 16 sous maximum. Puis tu mets une date limite là, à la fin du mois. Comme ça, tu t'assures que s'il y a une fluctuation entre le moment où tu cliques et le moment où le transfert se fait, les quelques secondes, s'il y a quelqu'un qui a vendu, on va dire, 8 millions d'actions au même moment que tu as cliqué, bien, peut-être que le prix serait descendu ou monté. Mettons, on va dire que le prix part ça aurait été l'inverse, quelqu'un qui a acheté, on va dire, puis que le prix monte à 35 au lieu de 32, bien, tu payes plus cher ton action à cause de ça. Alors que si tu avais mis un prix limite, ben, tu n'aurais pas jamais payé en haut de 32$ et 16 sous. Fait que c'est une option qui existe sur Disney que je connais bien, que je n'utilise pas parce que j'ai toujours acheté au prix du marché. Si vous achetez des plus petites actions avec peu de volume, donc peu d'actions en circulation, peu de transactions, là, peut-être que ça peut être intéressant d'acheter avec un prix limite pour éviter de faire prendre. Mais quelqu'un comme moi qui achète des FNB avec des milliards de dollars sous gestion, là, on est bien correct. Si vous faites affaire, ben en fait, si vous utilisez un compte de courtage qui a des frais de transaction, ben, ma première chose que je vous dirais, c'est changer de compte de courtage. Ça n'a pas de bon sens, rendu en 2024, presque 2025, d'avoir encore des frais de transaction. Mais si c'est le cas, ben, l'objectif, c'est de faire le moins de transactions possible dans l'année, mais avec des plus gros montants. L'auteur suggère finalement de s'en tenir aux comptes, en fait, aux FNB qui sont canadiens pour des raisons de simplicité. Donc, c'est vraiment des conseils en rafale ici. Là, l'épisode est peut-être déjà long, mais je pense que les FNB peuvent quand même être intéressants aux États-Unis dans le REER avec la méthode Norbert Gambit parce qu'il n'y a pas de pénalité fiscale dans le REER US. Puis la méthode Norbert Gambit, là, j'ai déjà parlé dans un épisode des abonnés, c'est pour faire de la conversion canadien à US sans frais de conversion. Mais là, on est plus dans la stratégie avancée. Là. Pour la base, oui, je suis d'accord avec l'auteur que les FNB canadiens, c'est ce qui est le plus simple, puis c'est ce que je dis à tout le monde de faire également. Étape 8, donc tu as réussi à acheter tes FNB sur ton compte de courtage. Maintenant, le chapitre 8, l'étape 8, c'est maintenir l'équilibre. Donc, c'est quelque chose que vous devriez faire périodiquement. En fait, vous n'aurez peut-être même pas besoin de rééquilibrer tout ça si vous choisissez un FNB tout en un au Canada, là, qui sont offerts notamment VEQT, XEQT, ZEQT, donc tout ce qui est FNB tout en un, le rééquilibrage se fait automatiquement. Par contre, si vous possédez plusieurs FNB, exemple un FNB américain, un FNB canadien, un FNB international, le rééquilibrage va être nécessaire. Il existe 3 approches de base selon l'auteur pour rééquilibrer votre portefeuille. La première, ça consiste à le faire la même période de chaque année. Donc, on va dire qu'à chaque mois de décembre, vous rééquilibrez votre portefeuille. La deuxième façon, c'est d'avoir un garde-fou, un certain pourcentage. Donc, on va dire que si ton FNB est plus bas ou plus haut de 5% que la cible que vous avez fixée, donc on va dire que tu t'es fixé une cible de 40% pour ton FNB d'obligation, puis il descend à 34%, là, tu vas le rééquilibrer. S'il était à 36 ou 37, tu ne fais rien. La troisième approche, ça consiste à rééquilibrer en utilisant l'argent que vous ajoutez au compte. Donc, dans ce cas-là, lorsque vous allez contribuer dans votre compte de courtage, vous allez cotiser dans le FNB souvent qui est moins performant, donc le pourcentage est plus bas. Donc, si on va dire, tu étais supposé avoir 40% dans un FNB américain puis il est rendu à 36%, c'est-à-dire qu'il a moins bien performé que les autres, la prochaine fois que tu vas cotiser, tu vas mettre ton argent dans le FNB américain pour rééquilibrer de cette façon-là. C'est l'approche idéale, la troisième, dans les comptes non enregistrés parce que ça ne nécessite pas de vendre des actions pour rééquilibrer puis ainsi réaliser un gain en capital sur une partie de votre actif qui a le plus augmenté dans les derniers mois. Donc, dans un compte non enregistré, l'auteur dit que l'idéal, c'est de rééquilibrer à l'aide du nouveau capital qu'on injecte dans notre compte de courtage. Enfin, l'étape 9, la dernière, c'est de rester fidèle à votre stratégie. Malgré les preuves là, de la recherche selon laquelle la plupart des investisseurs auraient de meilleurs résultats s'ils restaient juste fidèles à un portefeuille indiciel super simple, ben, les médias financiers, les professionnels de l'industrie, puis votre voisin qui a acheté des actions de Tesla à 90$ il y a 2 ans, vont dire que vous avez commis une énorme erreur
en allant dans des FNB indiciels puis en faisant aucun effort pour faire d'autres choses. L'auteur dit que pire encore, vous allez être votre pire ennemi. Vous allez avoir de la misère à vous dire « Hey, j'ai juste une ligne dans mon compte de courtage, j'ai juste le FNB XEQT, j'ai rien d'autre, puis j'achète juste des actions XEQT depuis 3 ans. » Ben oui, c'est ça la stratégie la plus simple et la plus efficace pour la plupart des gens. L'auteur termine son livre en abordant des biais comportementaux qui, selon lui, entravent le succès de l'investissement avec des FNB et qui font en sorte justement que vous serez votre pire ennemi. Premier biais, c'est la paralysie de l'analyse. Donc ça, c'est lorsque les investisseurs sont incapables de prendre des décisions en raison d'une analyse excessive des informations qui sont disponibles. Donc ça va les empêcher souvent de prendre des décisions rationnelles parce qu'ils vont juste prendre aucune décision. Deuxième biais, c'est l'addiction aux prédictions. Donc les investisseurs peuvent avoir tendance à rechercher constamment des prédictions sur les marchés financiers, même si c'est largement reconnu là, que prédire avec précision le comportement du marché, c'est quasi impossible. En fait, c'est impossible, voire extrêmement difficile. Troisième biais, c'est l'envie de choisir des actions. Donc, ce biais-là va se produire lorsque des personnes lorsqu'il y a des gens qui vont croire qu'ils peuvent battre le marché en choisissant des actions individuelles plutôt que d'investir dans des fonds indiciels ou des portefeuilles diversifiés. Un petit peu comme je fais avec 27% de mon CELI. Je ne suis pas parfait, je vous l'ai souvent dit, mais je m'amuse dans tout ça. Un autre biais, c'est l'envie de faire quelque chose. Donc, j'en ai parlé brièvement tantôt, mais les investisseurs peuvent ressentir le besoin d'agir même lorsque ce n'est pas nécessaire ou même bénéfique pour le portefeuille, juste parce qu'ils veulent se sentir actifs ou sentir qu'ils contrôlent la situation. Un autre biais, c'est la peur de manquer quelque chose, donc le FOMO, le fear of missing out. Cette peur-là va pousser les investisseurs à suivre les tendances du marché ou à investir dans des trucs populaires de peur de manquer des opportunités de profit potentiels. Un autre biais, c'est de surestimer votre tolérance au risque. Donc, il y a des investisseurs qui peuvent surestimer leur capacité à tolérer les fluctuations du marché et à réagir de manière excessive lorsqu'il y a de la volatilité, ce qui peut entraîner justement des décisions de vente ou d'achat impulsives ou irrationnelles. Avant-dernier biais, c'est croire aux mensonges de l'industrie. Donc, l'auteur dit que les investisseurs peuvent être influencés par des affirmations trompeuses ou des promesses irréalistes faites par des acteurs de l'industrie financière, notamment des conseillers financiers, ce qui peut les amener à prendre des décisions qui sont basées sur des informations incorrectes, biaisées ou incomplètes. Et enfin, le dernier biais, c'est ne pas lui donner le temps de fonctionner. Donc, il y a certains investisseurs qui vont abandonner leur stratégie ou leur investissement trop rapidement sans donner suffisamment de temps à cette stratégie-là pour produire des résultats, souvent en raison d'une impatience ou de réactions émotives face aux fluctuations du marché. Je n'avais oublié une qui était un peu cachée en dessous de ma ligne, donc c'est devenir un fanatique de l'indexation. L'auteur dit que bien que l'approche indicielle soit une stratégie d'investissement qui est populaire et efficace, comme je vous répète souvent, il y a certains investisseurs qui vont devenir excessivement attachés à cette approche-là, qui vont rejeter toute autre méthode d'investissement, ce qui peut limiter leur capacité à diversifier ou à s'adapter à différentes conditions du marché. Plus ou moins d'accord avec cette dernière-là, je trouve que l'approche indicielle permet déjà de diversifier et de s'adapter aux conditions du marché, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas non plus fermer les yeux sur tout le reste. Si dans 2-3 ans, on se rend compte que ce n'est plus la meilleure approche, mais il ne faut pas non plus devenir fanatique et protéger bec et ongle cette stratégie-là. Je vais essayer de ne pas le faire en tout cas, de rester ouvert aux autres propositions. En conclusion, le livre Reboot Your Portfolio que je vous ai résumé aujourd'hui, c'est une excellente introduction pour moi, pour tous les investisseurs autonomes qui cherchent à apprendre à investir dans des FNB. Le livre présente 9 étapes claires et simples à comprendre pour le faire, pour investir seul, mais il fournit également les fondements qui soutiennent les choix qui sont recommandés par l'auteur dans le livre. Il ne cherche pas à faire appel à son autorité avec sa réputation ou quoi que ce soit. Au contraire, il cite des recherches puis il fournit des illustrations qui sont utiles pour justifier ses recommandations. J'ai bien apprécié également qu'il soit assez humble pour reconnaître que le fanatisme en faveur de l'indice, donc le dernier point que j'ai parlé ci-dessous, est plus souvent contre-productif. Donc oui, il priorise cette approche-là, mais il sait très bien que ça se peut un jour que ce ne soit plus la meilleure. Je ressens vraiment pas là, que j'ai fait honneur au livre aujourd'hui parce que je veux plus faire des épisodes de 60 minutes non plus, mais je le recommande fortement. Là. On approche du temps des fêtes. Si vous avez un cadeau à faire, un cadeau à vous faire ou juste une location à faire à la bibliothèque, honnêtement, pour moi, c'est un des bons livres que j'ai lus dans les derniers mois. Key point, qu'est-ce que je retiens du livre? Bien, ce que je retiens, c'est que c'est un guide clé en main pour commencer à investir de façon autonome en respectant 9 étapes que je vous répète. 1.
Arrête de te battre contre le marché. 2. Établis tes objectifs financiers. 3. Trouve ta répartition action-obligation. 4. Affine ton allocation d'actifs. 5. Sélectionne tes FNB. 6. Ouvre ton compte de courtage. 7. Construis ton portefeuille. Achète tes FNB. 8. Maintiens ton équilibre dans ton portefeuille. Et 9. Reste fidèle à ta stratégie sans toutefois fermer les yeux. La semaine prochaine, je vous fais la synthèse du livre de Raphael Carnetti, écrit en 2020, La magie des dividendes. Et il y a également, ce jeudi, en rediffusion, l'épisode 18 qui s'intitule The Intelligent Investor de Benjamin Graham, qui est une bible de l'investissement aux États-Unis. Sinon, également, ce jeudi, je présente les résultats de 20 autres compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse en mars 2024 et ça inclut notamment Dollarama. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.